Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari, que nous débutons donc par cette note de nécrologie. L'ancien arbitre international nigérien Lucien Bouchardo n'est plus. Il a été rappelé à Dieu hier des suites d'un arrêt cardiaque. Parents, amis et connaissances l'ont accompagné ce matin à sa dernière demeure au cimetière musulman de Niamey. Mais qui est Lucien Bouchardo? Élément de réponse dans ce reportage. Après avoir lutté avec la maladie pendant une période, Lucien Bouchardo a finalement tiré sa révérence ce mardi 19 février 2018 des suites d'un arrêt cardiaque. L'ancien arbitre international nigérien âgé de 57 ans a été une figure de l'arbitrage africain. Arbitre à la stature imposante, Lucien Bouchardo avait débuté sa carrière en 1987 et avait officié lors plus de 200 matchs à travers les stades du monde. Après avoir obtenu le statut d'arbitre international, Lucien Bouchardo avait dirigé 88 rencontres cumulées en Cannes, aux Jeux Olympiques d'Atlanta en 1996, aux Jeux méditerranéens en Italie en 1997 et le mondial de 1998 en France. Et c'est en 2001 que Lucien Bouchardo a tiré sa retraite, laissant la relève. Son fils Issa est déjà sur les traces de son père. Repose en paix Lucien Bouchardo. Le groupe de presse Labari par ma voix adresse les condoléances les plus attristées à la famille de Lucien Bouchardo et à ses amis et connaissances. Que son âme repose en paix. Amen. Autre aspect de cette édition, plusieurs questions liées à la vie de la nation ont été développées par les commissaires de la Commission nationale des droits humains cette commission donc qui a rendu public cet après-midi une déclaration de presse. Dans l'extrait qui va suivre, la Commission nationale des droits humains, CNDH, s'est prononcée sur la situation socio-politique et sécuritaire. On écoute Dr Talibi Hamid Moussa, il est le rapporteur général de la CNDH. La situation sécuritaire reste préoccupante. En dépit des efforts multiformes déployés par le gouvernement pour sécuriser nos frontières, les attaques terroristes continuent d'endeuiller des familles et de créer la psychose dans certaines régions. La CNDH s'incline devant la mémoire des soldats qui ont consenti le sacrifice ultime et souhaite prompt rétablissement aux blessés. Sans égard pour cette situation sécuritaire, il a été donné à la CNDH de constater que la classe politique a abandonné le Conseil national de dialogue politique, CNDP, censé être un cadre de dialogue constructif, pour des diatribes par médias interposés et par le truchement de manifestations publiques mettant à mal de ce fait le climat politique. Dans ces manifestations, les questions de développement sont mises de côté pour des querelles politiciennes anxiogènes. Cette situation politique délétère est aggravée depuis un certain moment par des propos ethno-régionalistes sur les réseaux sociaux et les médias audiovisuels. Cela dénote une dégradation inquiétante des valeurs et mœurs politiques, une perversion de la culture démocratique et républicaine. Tout cela constitue une menace périlleuse à l'unité nationale et à la cohésion sociale tissée depuis des millénaires entre les communautés du Niger par, entre autres, les mariages exogamiques, le cousinage à plaisanterie et les religions. Au regard de ces constatations, la CNDH 1. demande aux autorités compétentes de continuer à soutenir nos vaillants soldats. 2. Exhorte la classe politique à privilégier le dialogue au sein du cadre politique consensuel qu'est le CNDP, en évitant dans le jeu politique de verser dans les considérations rétrogrades. Et 3. Demande à la justice sans discrimination
d'appliquer la loi dans toute sa rigueur, aux contrevenants aux dispositions constitutionnelles relatives à l'unité nationale et à la cohésion sociale. Sur le plan socio-économique, la loi des finances 2018 fait l'objet de vives contestations de la part d'une partie de l'opinion publique qui la présente comme ayant des dispositions fiscales antisociales. Les marches et les contre-marches n'augurent pas de lendemain meilleur pour la jouissance des droits économiques et sociaux par les citoyens, dont le quotidien est par ailleurs marqué par la morosité économique et les difficultés financières. Aux grèves perlées des enseignants, élèves et étudiants pour réclamer de meilleures conditions de travail et d'études, vient s'ajouter une crise préoccupante à l'université Abdou Moumouni suite au mot d'ordre de grève illimitée du syndicat national des enseignants, chercheurs et chercheurs du supérieur SNEX, section de Niamey. La CNDH exhorte les protagonistes de cette crise et d'autres à cesser les surenchères par médias interposés pour donner la chance à une résolution pacifique du différend par le dialogue. La CNDH s'est dit prête à offrir ses bons offices pour faciliter le règlement consensuel de cette crise. La CNDH recommande par ailleurs aux autorités compétentes de s'investir pour trouver des solutions durables aux problèmes de l'école nigérienne. Pendant ce temps, le cadre d'action et de concertation des organisations de la société civile nigérienne appelle à une nouvelle journée d'action citoyenne ce dimanche 25 février. Le point des préparatifs avec un des organisateurs dans ce reportage signé Ismaël Moumouni. Mobilisation générale, et c'est là sur l'ensemble du territoire national, c'est l'appel que lancent les organisations de la société civile anti-loi de finances à l'occasion de la journée d'action citoyenne prévue le dimanche prochain. Les organisateurs sont à pied d'œuvre pour la réussite de cette manifestation. Cette fois-ci, même les départements vont sortir effectivement pour manifester leur mécontentement face à cette loi scélérate. Et il faudrait reconnaître qu'au tout début, quand on a commencé à parler de cette loi, les gens ont dit que non, ils sont en train de mentir, ils veulent créer des conditions de déstabilisation du régime. Mais aujourd'hui, Dieu merci, les citoyens ont commencé à sentir cette loi. Et du côté du transport, les citoyens le sentent, du côté de l'électricité, les citoyens le sentent. Un peu partout, il y a une prise de conscience généralisée. Et c'est ce qui fait peur. Parce qu'aujourd'hui, si les citoyens, jusque-là, nous sommes en train de mobiliser assez du monde et vous avez constaté les manifestations, comment ça se déroule. Et cette fois-ci, le 25, Inch'Allah, de ce mois, nous allons sortir le 25 février, nous allons sortir aussi à Niamey, à Dosso, Zander, Maradi, Tawa, Agadez va faire une déclaration et aussi Difa compte tenu de l'insécurité. Et aussi d'autres départements vont suivre. Vous avez constaté que Malbaza est sorti, qu'on y va sortir et plusieurs d'autres localités sont en train de se préparer effectivement parce que nous voulons assez que ça soit véritablement national jusqu'aux communes parce que ça se sent cette question de loi de finances. Michael Zodi déplore l'attitude des autorités qui ne s'en soucient guère des préjudices que cette loi de finances cause aux citoyens. À l'époque où nous défendons, nous combattons la loi de finances en 2005, les Mahamadou Issoufou, les Bazoum Mohamed, ils étaient derrière nous. Et nous avons combattu cette loi de finances et effectivement, l'État était revenu à des meilleurs sentiments. Et aujourd'hui, c'est eux qui sont au pouvoir. Et c'est ce qui est choquant de constater ces gens-là qui estimaient qu'il faut la bonne gouvernance, il faut autant de Tanja, il y a des acquéris, il y a tout ceci. C'est eux qui font pire que ce qui s'est passé au mois de la 5e République. Et c'est pour cela que c'est notre amertume de constater effectivement que ces gens-là c'est parce que c'est un groupe de gens qui sont là, qui sont en train de vouloir effectivement imposer la pensée unique. Et vous avez constaté très malheureusement nos camarades de la fois passée qui avant-hier ils étaient à l'opposition, qui décriaient un certain nombre de pratiques. Aujourd'hui c'est eux qui ont même lu cette déclaration pour se remettre en cause. C'est eux qui lisaient cette déclaration pour dire que non, les élections se sont très bien passées et voilà, Mohamed Soufou gère très bien, Mohamed Soufou c'est le Messie. Et c'est eux aujourd'hui qui sont au devant et c'est eux qu'on pousse pour nous inciter. Et le PND se cache derrière ces gens-là pour pouvoir effectivement faire du mal ou bien pour pouvoir critiquer la société civile. Les structures de la société civile restent déterminées à mener une lutte sans merci contre cette loi de finances impopulaire dont la douleur commence à se faire sentir. Raison pour laquelle il invite la population à une mobilisation le dimanche 25 février prochain. Les étudiants de l'école de comptabilité, de communication et de management ECAM continuent leur tournée de visite dans les entreprises et institutions de l'État.
Une activité qui rentre dans le cadre de l'édition 4 de la caravane d'études de l'ECAM. Le résumé de ces visites avec notre reporter Nafissa Yahya. Après la Commission nationale des droits humains, les sociétés Nigerlais et Oriba, c'est au tour de l'Assemblée nationale, du groupe de presse privée Labari et de l'agence nigérienne de presse d'accueillir les étudiants de l'école de comptabilité, de communication, d'administration et de management ECAM. Objectif, prendre conscience des réalités de leur futur milieu professionnel. Cette visite à l'Assemblée nationale rentre dans le cadre de la visite d'entreprise que l'école a organisée. C'est effectivement la 4e caravane qui consiste à permettre aux jeunes apprenants de visiter quelques institutions de la République et quelques sociétés d'État, sociétés économiques et quelques sociétés privées. Donc aujourd'hui, c'est effectivement le tour de l'Assemblée nationale. Et vous le savez qu'il y a une instance effectivement supérieure, une administration parlementaire qui joue un rôle régalien dans le fonctionnement de l'État. Donc nous sommes ce matin ici pour voir avec eux le fonctionnement de leur institution et la composition effectivement des commissions parlementaires, les autres commissions qui composent cette institution. À la sortie de ces séries de visites, les étudiants disent être mieux édifiés. Je suis vraiment content de faire partie de cet institut qui n'aménage aucun effort pour pouvoir nous amener vraiment à comprendre beaucoup de choses. Surtout ici, c'est ma première visite que j'ai effectuée avec l'école. J'étais vraiment content. C'est pour les étudiants en communication aujourd'hui de venir voir l'ANP, de venir voir l'agence nigérienne de presse pour pouvoir élaborer ce qu'on appelle leur dossier de culture professionnelle. Il s'agit notamment de la fiche de compte rendu des visites d'entreprise face auquel ils seront, c'est-à-dire face à un jury le jour du BTS d'État pour défendre cette fiche qu'ils vont élaborer. C'est entre autres les objectifs de cette visite. Pour l'impression, nous sommes impressionnés car parmi nous, il y en a qui nous connaissent, qui n'ont jamais connu l'ANP, qui n'ont jamais connu l'existence de l'ANP. Aujourd'hui, grâce à l'ECAM, grâce à ces séries de visites, nous sommes venus voir l'ANP. Nous avons vu comment l'ANP fonctionne, le nombre de ses agents, comment l'ANP informe le peuple nigérien et la mission fondamentale dont cette institution de presse est en train de faire aujourd'hui pour le peuple nigérien. Toujours dans le cadre de cette deuxième journée de la caravane d'études, une conférence sur le thème « La contribution de la jeunesse dans le développement du Niger » a été animée. La caravane d'études de l'ECAM 4e édition continuera demain avec la visite des entreprises telles que RTL Niger et le groupe de presse Tambara. Et puis cette rencontre d'échange entre l'université Al-Hajj Mahmoud IV et plusieurs autres universités du Niger et de l'Afrique, notamment des universités islamiques. Le point avec Abdurazak Léo. Créée il y a 4 ans, l'université Al-Hajj Mahmoud IV a été le point focal de 4 universités islamiques africaines pour une rencontre d'échange à laquelle, au total, une dizaine d'universités a pris part. Oui, c'est une rencontre des universités islamiques. Il y a donc une union des universités islamiques internationales qui est venue ici en visite à l'université Mahmoud IV. Par l'occasion, nous avons invité toutes les universités ici, surtout les universités arabo-islamiques qui sont ici, pour eux aussi adhérer à cette union. Donc la rencontre nous a expliqué donc les enjeux de l'enseignement, donc surtout maintenant du monde contemporain, et que les universités islamiques devraient s'adapter à ces changements, surtout chercher donc la technologie, les filières, les nouvelles filières, ne pas rester toujours dans les filières donc traditionnelles, classiques, à savoir la charia, la langue arabe et autres, mais surtout chercher aussi la technologie et les sciences modernes. L'objectif est de combiner leurs efforts et d'installer un partenariat sur le long terme, entre autres.
Oui, l'objectif, c'est pour coordonner donc les efforts de ces universités-là, donc et chercher donc qu'est-ce qu'on dit des relations ou bien des accords, qu'est-ce qu'on dit protocole d'accord académique pour travailler, jongler donc travailler ensemble et chercher des aides auprès donc des bailleurs, surtout les Arabes donc au Golfe. Voilà, c'est des universités, c'est des grandes universités donc de l'extérieur du monde arabe qui sont venus, à savoir l'université de l'Arabie Saoudite, l'université du Soudan, donc de l'Égypte et d'autres aussi qui sont venus par à cette occasion. Au Niger, c'est l'université CAT et l'université islamique de Saï qui sont membres pour le moment. L'occasion pour les autres universités d'y adhérer. Les participants à cette rencontre se sont vus décerner des trophées et une photo de famille a sanctionné la cérémonie. Du sport dans ce journal, début cet après-midi sur le terrain du CS Gawai de la première édition du tournoi interclasse de cet établissement. Le coup d'envoi a été donné par le proviseur de l'établissement et le parrain de ce tournoi qui s'appelle Alaj Adam Ibrahim Di Cisco. C'était en présence de nos reporters Hassan Saleh Mustafa sur des images de sa demi. C'est parti pour 3 semaines de rivalité sur le terrain du CS Gawai 2. 12 équipes de cet établissement vont se confronter tout au long de ce tournoi interclasse organisé par le comité exécutif des élèves de cette école, appuyé par l'administration et certaines bonnes volontés. C'est au nom du CS Gawai 2 en général et le comité exécutif en particulier que sa mère mes mots de remerciement fraternel et nos contentements infinis, qui d'ailleurs se symbolise à travers cette masse que je m'en vais apposer à l'endroit de M. Cisco, qui de jour et nuit, mais toute sa bravoure et sa détermination exemplaire. Celui-ci apporte son soutien dans divers secteurs scolaires, comme exemple football, sciences de salubrité et toute autre activité académique. En effet, en ce jour, on a vraiment précis qui coïncide à l'ouverture du tournoi interclasse de notre établissement, qui est devenu comme une coutume habituelle de chaque année. Que nous recevons la présence de M. Cisco du début jusqu'à la fin. Pour les responsables du CS Gawai 2, ce tournoi est un cadre offert aux élèves pour se fraterniser. Nous sommes là au lendemain des premières évaluations. Comme vous savez, en ce qui concerne l'école, à part les études théoriques, il y a encore un cadre récréatif qui est là. Donc nous sommes là dans ce cadre-là pour fraterniser entre les élèves. Donc vraiment c'est ça le sens de ce tournoi-là. Donc pour que les élèves se connaissent après 4 mois donc de leur labeur. Donc c'est pour ça qu'on a préféré donc organiser ce tournoi donc au lendemain des premières évaluations. Heureusement que le premier semestre donc s'est bien passé, vraiment dans de bonnes conditions. Et nous souhaitons vraiment que ça soit pareil pour le second semestre aussi. Un conseil pour les joueurs, c'est-à-dire qu'ils n'ont qu'à savoir qu'ils soient là ici comme des frères. Donc vraiment il n'y a pas de brutalité, c'est tout simplement dans le cadre de la solidarité. Ce tournoi interclasse du CS Gawai est le premier organisé par cet établissement. Tous les niveaux, c'est-à-dire de la 6e à la première, sont concernés. L'actualité hors de chez nous, tout d'abord au Mali, après des années de travaux, le train qui relie Bamako à Kay plutôt a repris du service. Un véritable soulagement pour les voyageurs maliens. La gare de Bamako, Mariam, originaire de Maïna, dans la région de Kay, navigue sur des quais bondés. Pour elle, c'est un nouveau départ.
Cela fait plusieurs années qu'elle n'a pas pris le train. Maïna est une ville commerçante. Toutes les activités sont tournées vers la gare et tous les petits villages qui bordent le trajet avant d'arriver sont inaccessibles sans le train. Une cinquantaine de villages se trouvent le long de la ligne. 492 km séparent Bamako de Kaï. Dans le pays, seul un train est en état de marche pour faire le trajet. Machinistes et conducteurs sont aux aguets pour assurer le service et garantir la survie d'une zone très enclavée. Les populations ont souffert. Il y a même eu il y a beaucoup de populations, beaucoup de villages qui se sont déplacés à cause de l'arrêt de ces trains-là. Il y a des populations même qui ont quitté les villages parce que le train ne circulait plus. Le train traverse une zone agricole. Le rail, source de revenus, est essentiel pour les populations riveraines. La gare de Kita, située au cœur de la région, est en effervescence. Des centaines de femmes tentent d'écouler leurs marchandises et glaner quelques francs CFA. Des produits frais sont à disposition. Du coup, avec le train entre Kaï et Bamako, tout le monde peut avoir des produits frais. Si le train ne vient pas, nous n'avons pas d'argent. Nous considérons le train comme nos maris, car sans lui, nous sommes dans la misère. Difficile de se passer du train sur le plan social. L'État vient de reprendre la charge du rail, mais à 7000 francs CFA le trajet pour 336 places, la ligne n'est pas rentable. Beaucoup craignent un arrêt brutal de ce moyen de transport, malgré ses nombreux avantages. La route est mauvaise, le trajet en train est plus fiable. C'est pourquoi je l'ai pris pour aller à Kaï dans de bonnes conditions. Même si ça prend du temps, j'arriverai à la maison reposé. Après 18 heures et une trentaine d'arrêts, l'arrivée se fait de nuit. Les visages sont tirés et fatigués, mais pour de nombreux gens et commerçants, l'objectif est ailleurs. Avec la réouverture de ce tronçon, c'est l'espoir de faire renaître le mythique Bamako-Dakar. Pour son premier voyage officiel hors d'Afrique, le président libérien a choisi la France. Georges Weah et Emmanuel Macron ont décidé de faire un pari, faire du sport un vecteur d'éducation et de développement économique en Afrique. Il n'a pas choisi la France par hasard. Pour son premier voyage officiel hors d'Afrique, Georges Weah visite un pays qu'il connaît bien et où il est bien connu grâce à son passé de star du football. Pour beaucoup de Françaises et de Français, ce fut une surprise, non pas que vous gagniez les élections, mais de découvrir que vous n'étiez pas français, tant le lien est fort avec la France. Je suis un produit de la France. Aujourd'hui, je reviens en France avec de nouvelles responsabilités en tant que président de la République du Libéria, afin de chercher pour le peuple libérien les mêmes opportunités et les mêmes chances de succès que la France m'a offertes. Pour trouver ces opportunités, un passage obligé, le MEDEF. L'occasion pour le tout nouveau président libérien de rappeler au patron français ses origines modestes d'enfant des bidonvilles de Monrovia. Le talent là, c'est dans la rue. C'est là qu'il faut chercher. J'ai un seul terrain chez moi. J'ai fini le ballon d'or. Si j'ai 10 terrains chez moi, peut-être il y a 10 ballons d'or libéraux. Miser sur la jeunesse et le sport pour attirer les investisseurs. C'est le pari de Georges Weah pour sortir le Libéria du marasme économique après 14 ans de guerre civile et une épidémie d'Ebola. Mercredi, le président libérien et son homologue français ont lancé une plateforme de projets sportifs et éducatifs sur le continent africain, ainsi qu'un partenariat accru en matière d'aide au développement, avec d'ores et déjà la promesse d'un don de 10 millions d'euros. Et puis cette brève de sport pour clôturer ce journal, le Sahel Sporting Club de Niamey a été battu donc cet après-midi par le club libyen de Al Ittihad sur le score de 3-0. À l'aller, les Sahéliens se sont inclinés sur le score d'1-0 et c'est la fin du parcours pour les joueurs du nouveau marché. Ainsi prend fin donc cette édition d'information. Madame, Monsieur, merci à vous de l'avoir suivi. Bonsoir.